Une créature d'au moins 2,50 m avec une peau pâle, extrêmement ridée, une tête en forme de ballon et des yeux si noirs qu'on aurait dit des trous. J'ai déjà vu de véritables gobelins. C'était dans une zone rurale du Wisconsin, entre un couvent franciscain et un vieux cimetière envahi par les herbes. Ils tournaient autour d'un arbre tordu et la brume s'épaississait au moment où ils sont apparus. Ils étaient impossibles à confondre avec autre chose. C'était vers 2006 ou 2007 et j'y pense chaque jour depuis. La scène se déroulait dans une petite ville pas très loin de Frontenac. Les gobelins étaient petits et leur peau tirait surtout vers le brun. Ils avaient de grandes bouches remplies de dents, des yeux jaunes énormes et des petites excroissances sur la tête qui ressemblaient presque à des cornes. J'aurais aimé pouvoir rester immobile pour les observer mais la peur m'a paralysé. Un autre homme m'accompagnait ce soir-là et il a confirmé ce qu'il avait vu avant même que je décrive ce que j'avais aperçu. Nos récits étaient identiques. Des années plus tard, lorsque j'ai osé lui en reparler, il m'a menacé de mort. Les gobelins étaient extrêmement petits, peut-être autour d'1 mètre de haut, parfois moins. Il me semble qu'ils avaient aussi de petites queues trapues. Certains viraient légèrement au vert mais la plupart étaient bruns. Ils dansaient autour de l'arbre lorsque je les ai aperçus. Après quelques secondes d'hésitation, j'ai senti un froid intense passer derrière moi comme si quelque chose nous observait depuis les tombes. Les gobelins se sont arrêtés d'un coup. L'un d'eux a tourné la tête vers nous et ses yeux se sont rétrécis. Le silence est tombé et même la brume semblait figée. Puis un bruit sourd a résonné du côté du cimetière et les créatures se sont dispersées si vite qu'on aurait cru qu'elles s'étaient dissoutes dans l'air. Je suis resté planté là, tremblant, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. L'homme qui m'accompagnait a commencé à prier à voix basse. Nous avons quitté l'endroit sans nous retourner et pendant tout le trajet il refusait de prononcer un mot de plus. Je travaille dans un magasin au Royaume-Uni et si vous travaillez aussi dans la vente, vous savez qu'il y a parfois quelques clients étranges. Mais celui-ci était tout simplement bizarre. Je faisais un service de 4 heures et j'en étais à peine à 1 heure de travail, il était 9 heures du matin. Un client est venu me voir et m'a demandé où se trouvaient les rallonges électriques. J'ai remarqué que l'homme avait 50 à 60 ans environ mais avec des yeux anormalement grands et globuleux fixés sur moi. C'était un peu étrange au début mais j'ai laissé passer. J'ai commencé à marcher avec lui vers le rayon où se trouvent les rallonges et il m'a dit « Je suis un extraterrestre donc je ne sais pas où sont les choses ici ». J'ai ri car je pensais que c'était une blague mais j'ai vu qu'il ne souriait pas, ne riait pas, rien du tout. Nous sommes arrivés au rayon et je lui ai montré les différents modèles que nous vendons. Je commençais à m'éloigner quand il m'a demandé quelle est la monnaie utilisée pour ces articles. J'ai dit quoi, comme n'importe qui face à une question aussi étrange. Il a répété et j'ai répondu des livres, la monnaie britannique, pourquoi? Il a répondu merci monsieur et je suis reparti. C'était bizarre mais j'ai mis ça sur le compte d'un homme souffrant peut-être d'un trouble mental. En continuant de remplir les rayons, je le voyais de temps en temps marcher dans le magasin, les yeux toujours grands ouverts comme s'il scannait tout autour de lui. Je ne suis même pas sûr qu'il ait cligné des yeux. Cela m'a semblé tellement étrange mais j'ai continué mon travail. Pendant les 3 heures restantes de mon service, j'ai continué à voir le même type dans le magasin partout où j'allais, avec toujours la rallonge qu'il avait prise plus tôt. C'était vraiment inquiétant et totalement étrange pour moi. Le magasin a aussi un balcon à l'étage et je travaille dans la partie arrière près du rayon jardinage. Depuis le balcon, on a une vue dégagée sur tout le magasin et surtout sur mon secteur. Vers 11h30, l'homme était encore dans le magasin, cette fois sur le balcon, en train de me regarder fixement avec ses mêmes yeux écarquillés pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'un collègue aille lui demander s'il avait besoin d'aide. Je ne l'ai plus revu après cela. Autant dire que ce type est ce qu'il m'a dit, je suis un extraterrestre et tout le reste, m'ont foutu la trouille. Existe-t-il une drogue ou une maladie qui fait agir les gens comme ça? Sinon je ne sais pas quoi penser. Sous le règne de l'empereur Tati de la dynastie Wu, au 7e mois de la 3e année de l'ère Wu,
un homme nommé Wang Shu parcourait le mont Tiantai pour récolter des herbes médicinales. La chaleur était étouffante ce jour-là et il chercha un endroit frais pour se reposer. Il s'assit sous un petit pont de pierre qui traversait un ruisseau clair. Alors qu'il buvait une gorgée d'eau de sa gourde, un mouvement dans le courant attira son attention. Il distingua une minuscule silhouette bleuâtre, à peine plus haute qu'un pied humain. L'être ressemblait à un jeune garçon mais sa peau avait la teinte pure du ciel. Dans sa main il tenait un jonc bleu qui semblait vibrer légèrement, comme s'il était vivant. Ce garçon aquatique avançait calmement sur le dos d'une carpe rouge dont les écailles luisaient comme du métal chauffé. Shu cligna des yeux car la scène lui paraissait irréelle. Pourtant la carpe ondulait bel et bien sous la surface et le petit être la montait avec une expression tranquille. La carpe se hâta soudain et remonta vers un banc de brume suspendu entre les arbres. Le poisson traversa la brume et monta dans un nuage qui s'ouvrit pour le laisser passer. Les deux figures disparurent peu à peu jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un frémissement dans l'air. Troublé mais curieux, Shu reprit son ascension. Il parvint après quelque temps sur un promontoire qui dominait toute la région. Il observa l'horizon avec une inquiétude nouvelle. Au loin, au-dessus de la mer, des nuages se soulevaient comme si quelque chose remuait sous eux. Le vent s'éleva brusquement et la lumière baissa. En quelques instants une tempête se forma, rapide comme si elle avait été appelée par une volonté invisible. Le grondement du tonnerre approchait et Shu sentit les arbres vibrer autour de lui. Pris de panique, il se glissa dans un tronc creux et attendit en retenant son souffle. Des éclairs zébraient le ciel et la montagne semblait frémir sous leurs coups. Quand la tempête se dissipa aussi soudainement qu'elle était venue, Shu sortit de sa cachette. L'air était devenu clair et immobile. Il retourna près du ruisseau, attiré par une intuition. Là il vit de nouveau la carpe rouge revenir dans l'eau. Elle glissa entre deux pierres plates et le petit être bleu réapparut assis sur son dos. L'enfant descendit du poisson comme si de rien n'était et se laissa porter par le courant avant de s'enfoncer sous la surface. Shu comprit alors que ce qu'il avait vu n'était pas un enfant humain. C'était un Kyaol noir, un être des eaux mentionné parfois dans les récits anciens mais que personne ne prétendait avoir rencontré en réalité. Shu resta longtemps sur la rive, les yeux fixés sur l'endroit où l'être avait disparu. Il savait qu'il garderait ce jour en mémoire et que le mont Tiantai lui avait révélé un secret que peu d'hommes pourraient comprendre. J'habite dans le sud de l'Ohio dans la région de la vallée des Appalaches et cela s'est passé cette année en 2025. J'étais au travail comme caissière dans une station-service pour poids lourds. Nous voyons passer énormément de monde et depuis ma caisse je peux voir les deux portes d'entrée du bâtiment. Une partie de mon travail consiste à garder une trace mentale de qui entre, qui sort et combien de temps les gens restent. Deux hommes sont entrés. L'un était un habitué et l'autre un routier de passage. Ce sont les seuls clients qui se trouvaient dans le magasin jusqu'à leur passage en caisse. Ils ont payé et le deuxième homme était dehors en train de faire le plein. Quand je me suis retourné pour lui donner son ticket, j'ai vu ce que je pensais être un homme noir à la peau très sombre qui se trouvait dans la file derrière lui. Je l'ai pris à ma caisse et il a acheté une boisson au distributeur puis il a voulu me donner une pile de tickets Powerball à valider. Je lui ai dit que la machine était malheureusement en panne. Il s'est avancé comme pour paraître plus grand et il m'a grogné et aboyé au visage. Il a sursauté en avant comme un pantin à ressort et son corps a eu un mouvement de recul qui ne correspondait absolument pas à son apparence maigre. Il m'a regardé droit dans les yeux pendant environ 10 secondes avant de sortir en courant. Enfin, ce n'était pas vraiment courir mais il est parti beaucoup trop vite pour quelqu'un qui marche. Les lumières ont clignoté quand il a quitté le magasin. J'étais sous le choc. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'avait terrifié à ce point jusqu'au moment où j'ai repensé à son visage dans ma mémoire et que j'ai regardé par la fenêtre par laquelle il avait fixé l'intérieur en s'éloignant. Je ne voulais absolument pas savoir où il était parti. Les seules parties identifiables de son visage étaient ses yeux jaunes avec de très petites pupilles noires et ses dents d'un blanc éclatant. Sa langue était noire et son souffle avait une odeur de mort. Une véritable odeur de Sharon si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il n'était jamais entré dans le magasin.
La nuit dernière, je suis retourné à l'endroit exact où j'avais vu la créature. Pendant que je marchais vers ce lieu, une sensation étrange m'a envahi, comme si quelque chose me pressait d'y retourner, comme si je devais absolument vérifier si une trace, même infime, pouvait expliquer ce que j'avais aperçu. Beaucoup d'entre vous avez évoqué l'idée d'une abduction extraterrestre ou la présence d'esprits forestiers dans les bois. Une partie de moi pense que cela pourrait avoir du sens car l'Irlande est remplie d'histoires anciennes de ce genre. Une fois arrivé sur place, je me suis avancé vers la clôture. Je suis passé entre les arbres, j'ai écarté quelques branches humides et je me suis penché pour regarder à travers les barreaux métalliques. Je n'ai rien vu, ce qui ne m'a pas surpris. J'ai supposé que, quoi que ce fût, la créature avait quitté les lieux il y a longtemps et que cela devait être la situation la plus probable. Certains, dans mon premier message, m'avaient demandé de me renseigner sur les cryptides locaux ou sur des histoires qui pourraient correspondre à ce que j'avais décrit. J'en ai donc parlé à un ami passionné par tout ce qui touche à ce domaine. Il m'a présenté quelques témoignages concernant des stickmen mais m'a dit que ma description ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Selon lui, mon récit s'approchait davantage de ce qu'on appelle le Mantiman, bien que je ne vois aucune ressemblance car ce que j'ai observé ne correspond à aucune forme rapportée dans ces témoignages. La créature que j'ai vue semblait beaucoup trop humanoïde. Ce matin, après avoir réglé quelques affaires, je me suis assis pour poursuivre mes recherches. Je suis tombé sur une publication de quelqu'un qui avait mis en ligne une photo qui, je vous le jure, ressemblait exactement à ce que j'ai vu. La différence est que j'ai vu la créature entièrement, pas seulement son torse. Cela s'est produit en mars 2024 dans Glenafrique en Écosse. Nous avons campé pendant 4 jours et la première nuit, après avoir dîné, bu un peu de whisky et nous être installés pour la nuit vers 21h, quelque chose s'est passé. Environ 10 minutes après que nous nous étions tous couchés, j'ai entendu quelque chose tourner autour de ma tente. Nous avions une tente 2 places et une tente 3 places. Je passais la nuit seul et mes 2 amis partageaient l'autre tente car l'un d'eux avait tiré la courte paille puisqu'il n'avait pas emporté assez de nourriture. Bref, j'ai entendu quelque chose se déplacer près de ma tente et je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que cela se rapproche progressivement. À travers les 2 couches de tissu de la tente, quelque chose m'a attrapé l'arrière du cou. Pas violemment, plutôt avec la force d'une poignée de main. Je n'ai rien entendu ni senti d'autre que cela. J'étais étendu exactement au centre de la tente avec mon sac à côté de moi et mes chaussures au fond. Je pense que si mon ami en avait été la cause, j'aurais senti sa main tâtonner en cherchant l'arrière de mon cou car il n'avait pas vu l'intérieur de ma tente et nous étions restés dehors à discuter juste avant d'aller nous coucher. Je précise que j'ai à la fois entendu et senti le tissu de la tente toucher l'arrière de mon cou. Quoi que ce fût, cela s'est ensuite éloigné. Évidemment, j'ai eu la peur de ma vie et je suis resté immobile pendant 10 minutes avant de gémir doucement pour demander à mon pote s'il était réveillé. Il dormait profondément et n'avait rien entendu. J'ai pensé que j'étais peut-être en train de délirer à cause du whisky mais j'avais bu seulement un dram et demi donc pas de quoi être ivre. J'ai essayé de me rendormir jusqu'à ce que mon ami pousse un cri et évidemment j'ai paniqué. Il aurait pu me faire une blague mais je le connais bien et il avait l'air sincèrement terrifié lorsqu'il a passé la tête hors de la tente pour dire que la même chose venait de lui arriver. J'en ai eu assez et je suis allé dans leur tente où j'ai fini par m'endormir rapidement. Le lendemain matin, mon ami m'a dit qu'il avait encore entendu des mouvements autour de la tente après que je me sois endormi mais au cours des nuits suivantes absolument rien ne s'est produit et nous avons passé un excellent séjour. Sur le moment, je n'y ai pas réfléchi plus que ça. Je ne suis pas quelqu'un de superstitieux et je ne crois pas aux histoires effrayantes que l'on lit en ligne même si je les trouve intéressantes et je me dis que cela a peut-être influencé mon interprétation. Mon avis personnel est qu'un garde forestier qui s'ennuyait a voulu nous faire une farce car nous en avons croisé plusieurs dans les jours suivants. Pendant un temps, j'ai pensé que c'était un cerf mais j'ai fini par abandonner cette idée en raison de la manière très intentionnelle dont on m'a attrapé. Je dois ajouter qu'il y avait effectivement une très importante population de cerfs élafes dans la région. Il y a environ 20 ans, ma femme et moi campions dans une forêt du Royaume-Uni. Au milieu de la nuit, nous avons remarqué une lumière verte et diffuse juste à l'extérieur de notre tente.
Intrigués, nous sommes sortis pour voir ce qui se passait. Une brume lumineuse recouvrait le sol et formait une couche d'1 pied de hauteur qui semblait onduler très lentement comme si elle respirait. Quelques instants plus tard, sans comprendre comment, nous nous sommes retrouvés allongés nus dans l'herbe à une quinzaine de mètres de notre tente et à quelques mètres l'un de l'autre. Nous étions paralysés des jambes mais nous pouvions bouger légèrement le haut du corps, juste assez pour lever la tête au-dessus de la brume et observer notre environnement. Le silence était total, presque oppressant, comme si la forêt entière retenait son souffle. C'est alors que 4 silhouettes masculines émergèrent des arbres. Leur démarche était calme et régulière. À mes yeux, ils avaient les visages typiques de ce que l'on appelle les gris, avec de grands yeux noirs et une peau presque lisse. Pourtant ma femme, elle, les voyait comme de jeunes hommes d'une beauté étrange et apaisante. Ils s'approchèrent d'elle et se regroupèrent autour d'elle. L'un d'eux posa doucement sa main sur son front et je la sentis se détendre aussitôt. Elle me dit d'une voix étonnamment calme que tout allait bien se passer. Nous avions tous les deux le sentiment que ces êtres s'apprêtaient à faire quelque chose mais l'atmosphère qui nous entourait rendait les sensations déformées et irréelles, comme si une vision contrôlait notre perception. Des années plus tard, un spécialiste nous expliqua qu'il s'agissait probablement d'un écran mental. Selon lui, ma femme voyait exactement ce que ces êtres voulaient qu'elle voie et éprouvait ce qu'ils souhaitaient qu'elle ressente. Pour moi aussi l'image avait été manipulée mais moins profondément. L'expert nous dit qu'il était très probable qu'une intervention clinique avait été menée dans le but de prélever quelque chose, peut-être des ovules ou un autre échantillon biologique. Ma femme avait cependant été stérilisée l'année précédente et il pense que cela pourrait expliquer pourquoi ces êtres ne sont jamais revenus. Lorsque les 4 silhouettes retournèrent dans la forêt, la brume se dissipa presque aussitôt. Nous avons réussi à nous relever et nous avons quitté les lieux en courant. Sur la route, au moment où nous atteignions la zone dégagée, nous avons vu que le ciel commençait à s'éclaircir. En juillet au Royaume-Uni, l'aube arrive vers 4h30. Pourtant l'événement avait commencé vers minuit et nous avions l'impression qu'à peine 1 heure s'était écoulée. 3h30 manquaient entièrement à nos souvenirs. Ma femme tenta l'hypnothérapie pour retrouver ce temps disparu mais le praticien n'a jamais réussi à franchir l'écran mental qui avait été placé en elle et, dans une moindre mesure, en moi. Elle ne pouvait se rappeler que ce qu'elle pensait avoir vécu et non la réalité potentielle des événements. Cela s'est passé dans l'ouest du centre de l'Illinois. La première fois, c'était il y a environ 6 mois vers 1 ou 2 heures du matin. Il y avait une tempête et je rentrais du travail en voiture. J'ai environ 1 heure de trajet et ma sortie habituelle était fermée à cause d'un semi-remorque qui avait fini dans le fossé. J'ai donc reprogrammé mon GPS, pris une route différente que je ne connaissais pas et je me suis retrouvé au milieu d'un parc d'éoliennes. Pour expliquer un peu, je souffre de mégalophobie et les éoliennes m'effraient vraiment parce qu'elles sont immenses. La nuit, elles ont des lumières rouges clignotantes et c'est très inquiétant. Avec les éclairs, le ciel s'illuminait parfois et je les voyais brièvement apparaître. Bref, j'étais dans un état de stress élevé sur une route de campagne inconnue. Au moment où cela est arrivé, je me trouvais à environ 15 ou 20 miles de chez moi. Je tourne à gauche et alors que je redresse le volant, je vois une silhouette noire, ombrageuse et vaguement humanoïde, probablement haute de 2,40 m à 2,60 m, traverser la route très rapidement. J'emploie le mot traverser parce que cela ressemblait à une course mais il n'y avait aucun impact sonore comme si ses pieds touchaient le sol. Le mouvement était fluide, comme si la chose flottait. Je pouvais distinguer une sorte de contour de bras et de jambes anormalement longs. Toutefois, la silhouette était tellement floue que je ne suis même pas sûr d'avoir vraiment vu ses formes. C'était une masse noire, comme s'il n'y avait aucun espace visible entre son corps et ses membres, si cela a du sens. Elle semblait entourée d'une brume ou d'une vapeur sombre. C'est extrêmement difficile à décrire. Mes phares étaient braqués sur elle mais la créature restait complètement noire, comme si elle n'absorbait aucune lumière. Tout s'est passé tellement vite que je n'ai pas compris ce que j'étais en train de regarder. Elle a couru dans un champ de maïs et j'ai conduit le reste du trajet en pleurant de peur et totalement paranoïaque. J'ai aussi eu un énorme mauvais pressentiment, une sensation écrasante de terreur juste avant de la voir. Si je me souviens bien, le pressentiment est arrivé en premier puis la silhouette est apparue quelques secondes après.
C'était tellement rapide que je ne peux même pas faire totalement confiance à ce dont je me souviens. Elle ne semblait pas du tout perturbée par ma présence. Elle ne m'a pas regardé, n'a pas tourné la tête, n'a rien fait qui montre qu'elle m'avait remarqué. Elle avait l'air de simplement vouloir rejoindre le champ de maïs. Pas de traits distinctifs, pas de visage visible, pas de vêtements apparents, seulement une masse noire. Mon partenaire et mes parents m'ont cru et m'ont fait sentir que je n'étais pas folle. Mes grands-parents vivaient auparavant dans la maison où je suis aujourd'hui et ils ont dit qu'ils avaient vu des choses similaires dans cette région depuis 30 ou 40 ans. Mais comme cela remontait à un certain temps, j'avais essayé d'oublier et de me convaincre que c'était une hallucination ou mon imagination due au stress. Maintenant, passons à la seconde occurrence. Ce soir, mes parents, mon oncle et mes cousins étaient dehors devant la maison. Je vis avec mes parents, mon oncle et mes cousins rendaient visite et moi j'étais à l'intérieur. Ils ont entendu un bruit étrange. Ma mère a dit que cela ne ressemblait à aucun animal de la région mais davantage à une personne qui ferait une sorte de cri de célébration comme un wouh ou quelque chose de similaire. Le son semblait venir de l'avant de la maison donc ils ont éclairé la zone avec une lampe torche mais n'ont rien vu. Ce n'est pas cela qui est le plus étrange. Ils avaient commandé une pizza plus tôt dans la soirée et peu après avoir entendu ce bruit, la livreuse est arrivée. Elle avait l'air secouée et elle a dit à ma mère qu'elle avait vu une silhouette sombre et ombrageuse traverser notre route quelques instants plus tôt. Nous vivons sur une route en gravier à environ un demi-mile d'une route de comté et du voisin le plus proche. Elle l'a décrite presque exactement comme je l'avais fait. Des membres anormalement longs, une forme sombre et indistincte même avec les phares braqués dessus, un déplacement très rapide et fluide donnant l'impression qu'elle flottait. Cela l'a terrifiée. Je ne sais pas si le bruit entendu est lié mais c'est étrange qu'ils aient dit qu'ils semblaient si proches. Nos voisins sont âgés et vivent assez loin pour qu'on ne puisse normalement pas entendre aussi distinctement quelque chose venant de chez eux. Certains animaux du coin font des bruits bizarres. Si quelqu'un a déjà entendu un hibou rayé qui miaule, cela peut ressembler à des cris de singe. Je préfère croire que c'était un animal. Mais le fait que cette femme ait vu la même chose que moi et que ce soit encore plus près de ma maison maintenant me terrifie. Littéralement à moins d'un demi-mile. Ma mère est très croyante et a suggéré que peut-être cela m'avait suivi jusqu'ici. Je ne crois pas forcément cela mais à ce stade je commence à envisager toutes les options. Si quelqu'un a déjà vu quelque chose de similaire ou a des idées, j'aimerais vraiment les entendre. Je n'ai aucun antécédent d'hallucination. J'ai évidemment envisagé cette possibilité mais entendre la même description venant de quelqu'un d'autre m'a profondément troublé. Désolé pour ce long récit. Je n'en ai parlé qu'à ma famille et je suis très curieuse d'avoir d'autres points de vue. Mes amis vivent au fin fond de la Caroline du Nord, dans un endroit où il n'y a ni voisins ni lumières artificielles, seulement une longue route de terre et des bois qui semblent sans fin. Autour de leur propriété il se produit constamment des phénomènes étranges. On entend des sifflements venant de la forêt, des portes s'ouvrent et se ferment d'elles-mêmes, et parfois une voix imite la nôtre depuis quelque part dans les arbres. Cela fait longtemps que nous avons accepté que ce lieu n'est pas tout à fait normal. Il y a environ 6 mois, mon ami, sa sœur et moi étions dehors dans leur jardin. Le soleil descendait et une lumière violette tombait entre les arbres. C'est à ce moment que nous avons tous vu cette chose près de la lisière. Elle était très grande et avait une silhouette vaguement humaine, mais blanche comme un tissu éclairé de l'intérieur. Son visage ne comportait aucun trait. On ne voyait ni jambes ni pieds. C'était comme si elle glissait au-dessus du sol, sans un bruit, en avançant d'un mouvement continu et presque liquide. Nous sommes restés figés pendant toute la minute et demie où elle était visible. La créature passait lentement entre les branches comme si elle cherchait quelque chose. À un moment elle sembla tourner son corps vers nous, bien que rien n'indiquait comment elle nous voyait. Une sensation glacée nous traversa alors, la même que lorsqu'on se s'est observé sans comprendre d'où vient le regard. Puis elle disparut derrière un groupe de pins et ne réapparut jamais. Depuis ce jour nous n'avons plus jamais été tranquilles sur cette propriété. Le soir même nous avons inspecté les bois en restant près de la maison et nous avons entendu un craquement profond comme si quelque chose lourd reculait entre les arbres. Une lumière blanche clignota alors à l'intérieur du sous-bois,
brève et silencieuse, et nous avons décidé de rentrer. Nous avons cherché pendant des semaines quelqu'un ayant vécu quelque chose de semblable mais sans succès. Les témoignages que nous avons trouvés ne correspondaient jamais vraiment. Les mimiques et les shadow people, rien ne décrivait cette silhouette blanche qui ne marchait pas et qui semblait flotter. J'ai même essayé d'expliquer la scène à une intelligence artificielle et l'image qu'elle m'a renvoyée ressemblait de façon troublante à ce que nous avions vu. Il y a quelques semaines, alors que je faisais une randonnée à cheval dans la forêt nationale de Shawnee, je pense que j'ai peut-être fait une rencontre avec quelque chose comme un skinwalker. Mon ami et moi avions prévu une sortie matinale depuis le camping où elle séjournait. Nous sommes partis vers 8 heures du matin sur nos chevaux, accompagnés du chien de sa mère qui était un croisement berger allemand. Après quelques heures de route au cœur de la forêt, nous sommes arrivés devant un panneau indiquant un nouveau sentier. On en parlait beaucoup au camp parce qu'il était réputé difficile et ni elle ni moi ne l'avions encore emprunté. Nous ne voulions pas fatiguer nos chevaux qui étaient âgés. Le sentier montait la colline, suivait la falaise jusqu'à l'autre côté puis traversait les bois tandis que notre chemin continuait le long du ruisseau. Nous avons décidé de passer notre chemin après avoir lu le mot attention sur le panneau et nous avons poursuivi notre route autour de la colline pour traverser le ruisseau. En tournant autour de la colline, j'ai remarqué que le chien courait devant nous dans les hautes herbes. J'ai supposé qu'il se précipitait vers le ruisseau. Pendant que nous traversions l'eau, nous avons entendu un animal hurler de douleur. J'ai cru que c'était notre chien au début mais il a surgi des herbes en boitant pendant que l'autre animal continuait à crier. Le son ressemblait vraiment à celui d'un chien en proie à une douleur immense. La seule comparaison qui me vienne est celle d'un chien en train de faire un accident vasculaire. Je travaille dans un refuge donc j'entends beaucoup de chiens et je reconnais leurs cris. En avançant dans le ruisseau, nous avons compris que les hurlements venaient d'en haut sur la colline qui n'était accessible que par le nouveau sentier. Mon ami s'est mis à appeler pour savoir si des cavaliers se trouvaient là-haut et pourraient avoir besoin d'aide car il n'y avait aucune raison qu'un chien soit aussi loin dans les bois sans son maître. Aucun retour. Nous avons continué à traverser le ruisseau tout en appelant et en cherchant à repérer d'où venait exactement le cri car l'animal se trouvait vraiment très près, juste au-dessus de nous sur le flanc de la colline. Nous ne voyions rien et au moment où nous atteignions l'autre côté du ruisseau, prêts à tourner pour nous éloigner de la colline, les hurlements n'avaient toujours pas cessé. Dès que nous avons tourné le dos, tout s'est arrêté. Plus un son venant de la falaise. Ce n'est qu'après coup que j'ai réalisé les différentes possibilités et cela nous a vraiment mis mal à l'aise. Quand nous avons atteint notre destination puis commencé notre retour, mon ami a demandé si nous pouvions reprendre le nouveau sentier car si un animal se trouvait là-haut, elle ne pouvait pas se résoudre à l'abandonner. Il n'y avait rien. Nous avons appelé et sifflé mais nous n'avons rien vu ni entendu. J'imagine que cela aurait pu être un coyote mais il était entre 11h30 et 12h30, ce qui n'est normalement pas le moment de la journée où ils sortent. Le témoin principal et son ami rentraient chez eux, à Rochester. Il était environ 2 heures du matin et ils traversaient la petite ville de Coates. Sans avertissement, un bourdonnement sourd remplit l'habitacle et augmenta jusqu'à devenir presque insupportable. Le témoin sentit son corps vibrer comme si l'air lui-même s'épaississait autour d'eux. Il regarda par la fenêtre du côté passager et aperçut une lumière intense au niveau de la cime des arbres, à environ 60 mètres de la route. Il ordonna à son ami d'arrêter la voiture et un début de panique monta en lui, irrépressible. Il fouilla sous le siège et saisit un démonte-pneus, persuadé qu'il devait aller voir la source de la lumière. Il s'avança jusqu'au fossé qui bordait la route et son souvenir s'interrompt brutalement à cet instant précis. Plus tard, après une séance d'hypnose, les fragments manquants de cette nuit revinrent. Il se vit touché par un rayon bleu qui l'enveloppa complètement et le souleva du sol. Il se sentit aspiré vers un engin qui semblait attendre juste au-dessus des arbres. Une rampe s'ouvrit et il fut entraîné à l'intérieur sans percevoir de main qui le portait. Une porte se déploya dans le mur et 2 êtres entrèrent. L'un était un grand gris, plus de 2 mètres de haut, vêtu d'une combinaison noire. À ses côtés se tenait un gris de taille plus commune, immobile et silencieux. Puis un homme fit son entrée,
lui aussi vêtu d'une combinaison noire. Il souriait avec une assurance étrange et déclara qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Il affirma que tout cela serait une expérience d'apprentissage et qu'il devait se laisser guider. L'homme le conduisit vers ce qui ressemblait au poste de pilotage et l'encouragea à regarder par les fenêtres qui, de l'extérieur, ne semblaient pas exister. Il lui montra un panneau de contrôle et lui expliqua son fonctionnement sans qu'aucun mot ne soit réellement prononcé. C'était comme si les informations lui étaient transmises directement dans l'esprit. On l'emmena ensuite dans une autre pièce où des rangées d'écrans étaient fixées au mur. L'homme lui demanda de suivre attentivement ce qu'il verrait et lui assura que les images lui enseigneraient ce qu'il devait absolument comprendre. Pendant ce qui lui sembla environ 2 heures, il observa des séquences incompréhensibles mais qu'il parvenait malgré tout à saisir intuitivement. Lorsque l'homme revint, il insista sur l'importance de cet apprentissage. Selon lui, un jour viendrait où ces êtres ne seraient plus disponibles pour guider l'humanité. Il affirma que le témoin devrait poursuivre un plan plus vaste, un plan dont il ignorait l'échéance car trop de facteurs pouvaient encore en modifier l'issue. Les 2 grilles réapparurent alors et la rampe s'ouvrit de nouveau. Le plus petit l'accompagna jusqu'à sa voiture. Il posa sur le côté de sa tête un petit dispositif qui provoqua une paralysie immédiate et un obscurcissement total de sa vision. Lorsqu'il retrouva conscience, il se retrouvait en train d'arriver avec son ami sur le parking d'un restaurant. Ils étaient tous les 2 hagards et incapables de comprendre pourquoi il était 5h30 du matin. Ils avaient perdu plusieurs heures sans aucun souvenir conscient. Depuis ce jour, son ami a reçu quelques flashs mais refuse d'en parler davantage. Le principal témoin, lui, reste durablement marqué par ce plan énigmatique qu'on lui aurait confié et par la sensation déstabilisante que cette nuit ne l'a peut-être pas réellement quitté. C'était un jeudi après-midi à la fin de l'automne et un homme nommé Hans Ogar Hansen conduisait sa voiture de Gesten à Eigolt pour aller chercher des provisions pour son épicerie. En approchant de la zone boisée de Gesten, il vit une étrange machine au-dessus d'un champ de navets appartenant à Robert Andersen à environ 150 à 200 mètres de là. Au début, Hans pensa qu'il s'agissait d'un tracteur avec une cabine en verre transparent mais en s'approchant, il réalisa que c'était un objet volant pyramidal de 3 mètres de haut qui émettait une faible lueur rouge-orangée. Il arrêta la voiture et la laissa tourner au ralenti. Il découvrit alors qu'il n'entendait aucun bruit de moteur provenant de la machine qui planait au-dessus du champ. L'objet semblait être fait d'un matériau que Hans trouva semblable à du plexiglas semi-transparent. À l'intérieur, il voyait 2 personnes assises face à face devant des commandes sans bouger. L'objet s'éloigna ensuite à une vitesse de 60 à 70 km/h en direction d'une colline dans le champ voisin où il sembla se poser pendant 1 minute mais selon Hans, il se pouvait tout aussi bien qu'il ait simplement plané très bas au-dessus du sol sans réellement se poser. Il était difficile d'en être certain. Après cela, l'objet vitré en forme de pyramide repartit à la hauteur des cimes des arbres vers la zone marécageuse près de Gesten et disparut. Quand Hans revint de son déplacement à Eigolt, il s'arrêta à l'endroit de l'observation et entra dans le champ pour chercher des traces physiques de l'engin désormais disparu mais il ne trouva rien. Il contacta alors la police et leur raconta ce qu'il avait vu. Les policiers demandèrent à l'armée de l'air danoise basée à Karup s'ils avaient vu quelque chose au radar ou si des appareils avaient volé dans la région à ce moment-là et ce n'était pas le cas. Cependant, d'autres témoins contactèrent la police car ils avaient eux aussi vu des choses étranges cet après-midi-là. À peu près au même moment, dans le village voisin de Jordrup, 2 personnes sortaient d'une grange sur leur ferme lorsqu'elles virent un objet en forme de pyramide qui planait très bas au-dessus du sol. Les témoins décrivirent l'engin comme avançant lentement à faible altitude au-dessus du terrain. Lorsqu'il arrivait près d'une clôture, il montait juste assez pour passer par-dessus l'obstacle. Il semblait aussi suivre les variations du relief de la même manière. Ils n'entendirent aucun bruit de moteur mis à part un léger bourdonnement. L'objet possédait également une sorte de lumière ou de lueur sous sa base qui éclairait le sol en dessous. Dans une autre ville du Jutland du Sud appelée Vorbas, 3 personnes virent aussi un objet volant non identifié à 16h le 21 novembre 1957. Le chef de bureau Nils Podé, sa femme et une femme nommée Amalie Nielsen virent un objet lumineux en forme de T ou de croix volant à une altitude très basse. L'observation dura environ 10 minutes.
Les trois témoins décrivirent la barre verticale de l'objet comme lumineuse tandis que la barre horizontale restait sombre. Il y a des années, une amie m'a raconté une étrange rencontre qu'elle avait vécue avec son jeune fils. À l'époque, ils habitaient sur la côte est, dans une région où la forêt dense entourait presque entièrement les maisons. Un après-midi, ils avaient décidé d'aller se promener entre les arbres. L'air était frais, le sol couvert de mousse, et la lumière passait en fragments à travers les branches. Il marchait depuis un moment quand son fils, qui devait avoir 4 ou 5 ans, s'est soudainement arrêté. Il s'est mis à s'agiter, le bras tendu vers quelque chose posé sur les restes d'un vieux mur de pierre. Il criait avec excitation, « Regarde maman, c'est l'elfe du Père Noël !» Sa mère a levé les yeux, persuadée qu'il avait simplement imaginé une forme parmi les rochers. Mais ce qu'elle a vu l'a pétrifié. Là, assis sur les pierres couvertes de lichen, se trouvait un petit être qui ressemblait à un vieil homme miniature. Il ne devait pas mesurer plus de 60 centimètres. Il portait un bonnet rouge pointu qui paraissait un peu usé, ainsi qu'un ensemble de vêtements étrangement bien assemblés dont une petite veste vert sombre. Pendant un bref instant, elle et la créature se sont figées, comme si chacune découvrait quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru voir. Elle m'a raconté qu'il y avait dans les yeux du petit homme une expression de surprise presque identique à la sienne. La scène semblait suspendue, sans un bruit autour d'eux, puis la peur a pris le dessus. Elle a poussé un cri et la créature a basculé en arrière derrière le mur. Malgré le choc, elle a couru pour regarder de l'autre côté, espérant comprendre ce qu'il venait de voir. Le sol était vide, la végétation immobile, aucune trace de pas, aucun mouvement dans les feuilles. Paniquée, elle a attrapé la main de son fils et l'a entraîné à toutes jambes hors de la forêt. Elle ne croyait pourtant pas à ce genre de créature avant ce jour. Elle se considérait comme une personne rationnelle, mais l'événement était si net dans sa mémoire qu'elle n'a jamais pu l'écarter. Son histoire m'a immédiatement rappelé d'autres témoignages que j'avais entendus du côté de Porterville, en Californie, là où j'ai vécu un moment. Certaines personnes y avaient décrit des rencontres similaires, et ces récits avaient même été présentés dans différentes émissions, notamment celles consacrées aux phénomènes étranges sur la Travel Channel. On y parlait de ce qu'on appelait le gnome de Porterville, une légende locale qui revenait parfois dans les conversations des habitants plus âgés ou des randonneurs intrigués. Ce jour-là, moi, mon colocataire de l'époque, ma petite amie et l'ami de ma petite amie avons conduit de Boulder, Colorado, jusqu'à Grand Lake pour une nuit de camping. Nous avions tous 20 ans. J'avais proposé Grand Lake parce que ce n'était pas loin et que je connaissais bien le coin pour y avoir vécu quand j'étais enfant. Nous sommes passés par Est Park et le parc national des Rocheuses puis avons fini par camper à l'endroit aujourd'hui connu sous le nom de Green Ridge Campground. Ce soir-là, sûrement après 22 heures mais je ne sais pas précisément quand, nous avons marché depuis le camping jusqu'à l'endroit où le lac Shadow Mountain se déverse dans les sources du fleuve Colorado. Il y avait une pente qui descendait jusqu'au début de la rivière et nous l'avons empruntée. J'aimerais préciser qu'à l'époque la zone était bien plus boisée qu'aujourd'hui puisqu'elle a été ravagée par les incendies de 2020. Aucun de nous n'avait de lampe ou de source de lumière et il faisait extrêmement sombre, sauf là où la lune éclairait la rivière en aval. Je me souviens très clairement de la façon dont la lumière se reflétait sur l'eau. Je me souviens aussi m'être approché du bord, avoir regardé en aval pour y voir un pont éventuel ou un arbre tombé qui aurait pu servir de passage et n'avoir rien vu du tout alors que j'avais une vue dégagée sur toute la portion de rivière visible. La chose suivante dont je me souviens, c'est avoir vu de l'autre côté de la rivière ce qui semblait être une personne très grande, peut-être 1,95 m ou même 2 mètres, portant une lumière sur la tête. Cette lumière était particulièrement vive et nette, une sorte de blanc très pur. Aucun corps n'était visible, rien qu'un faisceau lumineux mais qui donnait clairement l'impression d'être porté par quelqu'un ou quelque chose. Je me souviens que la lumière bougeait un peu puis s'est arrêtée en semblant nous fixer. Mon colocataire, qui était ivre, je précise que j'étais le seul à n'avoir rien bu, les filles avaient bu 2 ou 3 bières et mon colocataire était complètement saoul, s'est mis à l'appeler d'une voix amicale en criant « Hey buddy ». La lumière est restée immobile sans répondre comme si elle nous observait. Je ne sais pas combien de temps elle nous a ainsi fixés mais c'était extrêmement étrange et très inconfortable.
Puis elle a commencé à se déplacer légèrement vers l'aval. C'est là que tout est devenu franchement bizarre et même effrayant car la lumière se déplaçait d'une manière incroyablement régulière et fluide sans aucun mouvement de balancement comme on en verrait avec une lampe frontale portée par quelqu'un marchant de nuit sur un terrain accidenté. Je veux dire vraiment fluide. Puis elle a disparu. Nous étions déjà tous perturbés et parlions de repartir quand soudain la lumière est réapparue de notre côté de la rivière. Toujours aucune silhouette visible, seulement la lumière. Je veux insister sur le fait que j'avais regardé attentivement en aval le seul endroit bien éclairé pour repérer un passage quel qu'il soit et qu'il n'y en avait aucun. Même en regardant sur d'anciennes images satellites, il n'y a jamais eu de trace d'un pont à cet endroit, ce qui aurait été absurde de toute manière. Rien n'expliquait comment cette chose avait pu traverser la rivière. Nous avons décidé que c'en était assez et avons remonté la pente jusqu'à la route en terre. Une fois là-haut, nous avons regardé en bas vers la pente et avons vu la lumière toujours en train de nous fixer mais beaucoup plus proche qu'avant. Mon colocataire s'est alors mis à hurler des obscénités et la lumière nous a chargés. La vitesse et la manière dont elle s'est mise à avancer n'avaient rien d'humain. Elle allait un peu trop vite et surtout beaucoup trop régulièrement pour n'être que la lumière portée par une personne. Nous avons paniqué et pris la fuite. J'ai toujours été un très bon coureur et je me suis retrouvé loin devant les autres. Je me suis retourné une seule fois et j'ai vu mes amis courir derrière moi mais rien d'autre. Les filles pleuraient et se sont enfermées dans la voiture en arrivant au camp. Mon colocataire est passé d'un ivrogne jovial à quelqu'un de terrifié et paranoïaque. Il a attrapé une hachette et s'est mis à parler de technologie extraterrestre en essayant de me convaincre de retourner voir. J'ai dû le calmer puis convaincre les filles de sortir de la voiture. Nous sommes restés dehors encore 1 heure presque sans parler. Nous avons ensuite dormi, puis le lendemain nous sommes repartis pour Boulder. J'ai toujours été sceptique sur ce qui s'est passé mais mon colocataire et mon ex ont toujours affirmé que ce que nous avions vu n'avait rien de normal. Mon ex en a fait des cauchemars récurrents et mon colocataire a sombré mentalement au cours de l'année suivante. Pour ma part, plus les années passent, moins je parviens à trouver une explication rationnelle à cette nuit-là. J'ai vu 3 créatures différentes dans ma vie, ce n'étaient pas exactement des gobelins mais plutôt des êtres mystiques. Observation 1. La première est apparue dans une zone couverte d'herbe. La nuit commençait à tomber et je discutais tranquillement avec des amis dans une rue paisible. À un moment, j'ai tourné la tête machinalement vers ma droite, en direction d'un champ situé de l'autre côté de la rue, et j'ai aperçu une petite créature verte qui me souriait. J'étais sous le choc. J'ai observé cette chose pendant environ 3 secondes puis j'ai détourné le regard. Je n'ai pas eu le courage de vérifier si elle était encore là. Avec le recul, je trouve ma réaction étrange. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas décidé d'aller voir de plus près. La créature ressemblait plus ou moins à l'image que j'avais en tête lorsque je l'ai vue. Observation 2. Peu de temps après cette première apparition, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu une créature elfique, très similaire à Dobby dans Harry Potter mais en plus petite. La couleur de sa peau était semblable à celle du personnage et ses traits paraissaient un peu moins disgracieux. Elle se trouvait au-dessus de mon lit, se déplaçant lentement comme si elle cherchait quelque chose. Je me rappelle être resté complètement immobile, figé par la stupeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Je ne sais pas si elle a disparu ou si je me suis rendormi malgré moi. Observation 3. La troisième créature est apparue bien plus tard, en 2021 ou 2022. À cette époque, je vivais de nombreuses expériences spirituelles. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai aperçu un être étrange dans ma chambre, posé sur le sol à ma gauche. Il ressemblait précisément à un nain de jardin avec un chapeau rouge et peut-être une barbe. Je n'ai pas pu distinguer complètement les traits de son visage mais cette vision s'est gravée dans ma mémoire comme les 2 autres. Je précise que je n'ai jamais pris de drogue et que je ne bois pas. Je crois en toi et je pense que tout est possible dans cette réalité. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui croit aux cryptides comme le monstre du Loch Ness ou Bigfoot et je n'ai jamais rencontré quoi que ce soit d'étrange ou d'inhabituel dans ma vie. Il y a environ 2 jours je suis allé me promener dans une réserve naturelle près de chez moi.
D'habitude je ne fais qu'en longer une partie pour rejoindre le chemin du retour, mais ce soir-là j'avais besoin de me vider la tête et j'ai parcouru tout le sentier. Il y a une porte vers le milieu de la réserve qui sépare les broussailles et les arbres instables du chemin proprement dit, et il y a un banc devant lequel je m'assois habituellement pour écouter de la musique et me détendre. Quand je me suis assis, j'ai regardé à travers la porte et j'ai vu la chose la plus étrange de toute ma vie. À travers la grille, j'ai vu ce qui ressemblait à une grande silhouette en bâton comme celle qu'on dessine à l'école. Elle se tenait à environ 2 mètres de la porte et semblait haute d'un peu plus de 2 mètres en touchant presque les cimes des petits arbres autour d'elle. En la voyant, je suis resté figé, incapable de bouger, comme si quelque chose dans mon corps refusait de fonctionner. Tout s'est mis à picoter comme lorsque les jambes s'endorment, sauf que cette sensation se répandait dans tout mon corps. Après environ 5 minutes, j'ai détourné le regard et j'ai eu l'impression que ma nuque était brusquement tirée de côté en même temps qu'une envie irrépressible de vomir m'a envahi. Je me suis levé et je me suis mis à courir et j'ai couru jusqu'à être à bout de souffle. J'ai vomi 3 ou 4 fois avant de rentrer chez moi en tremblant. C'est alors que j'ai remarqué que lorsque j'étais arrivé au banc, il était 7 heures, mais au moment où je me suis enfui, mon téléphone indiquait 10 heures. Depuis cet épisode, je me sens affreusement mal. Je tousse beaucoup et même 2 jours après, je n'arrive pas à me détendre. Je dois prendre de grandes inspirations pour me calmer un peu. Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce que j'ai vu, j'en serais très heureux. Et avant que quelqu'un ne pose la question, non, je ne prends aucune substance et je ne suis sous aucun traitement. Je n'ai jamais rien vu moi-même, mais mon père m'a raconté que lorsqu'il était dans la vingtaine, il a vu un groupe de petites créatures aux yeux rouges assises en cercle, en pleine nuit, juste à l'extérieur du jardin botanique près duquel il vivait. Cela remonte à environ 45 ans. Ma mère a aussi une histoire qu'elle peut à peine raconter tellement cela la perturbe encore. À l'époque où elle gardait mes frères aînés à la maison, lorsqu'ils étaient à peine des nouveau-nés, une sorte de gnome, avec un visage visiblement très en colère, serait sorti du placard. Ce placard avait pourtant des vitres et elle disait qu'elle n'avait rien vu derrière le verre avant que la créature n'en sorte. Le gnome l'aurait regardé droit dans les yeux avant de s'enfuir hors de la pièce. Pour relier ce témoignage à celui-ci, mes frères, qui ont aujourd'hui la trentaine, affirment encore qu'ils faisaient soit des cauchemars partagés, soit de véritables expériences nocturnes avec un être qu'ils appelaient Nécruprecht. Il venait au milieu de la nuit et avait une apparence de gnome, mais sa peau était bleue et il était plus grand, presque humain de taille. Apparemment, leur petite enfance a été remplie d'événements de ce genre, nuit après nuit, comme si quelque chose cherchait à franchir les frontières du sommeil et de la réalité. Et d'après eux, tout aurait cessé à ma naissance, même s'ils ne savent pas ce que cela peut signifier. Quatre filles âgées de 13 à 15 ans allaient dans la même école, étaient meilleures amies et vivaient proches les unes des autres dans la petite ville de Munkedal dans l'ouest de la Suède. Elles avaient passé la soirée ensemble et décidèrent de partir cueillir des myrtilles le lendemain et donc de se coucher tôt pour pouvoir se lever à l'aube. Non loin de chez elles commençait une vaste forêt. À environ 4 km de Munkedal se trouvait une grande colline boisée nommée Astekulen où elles savaient qu'il y avait beaucoup de buissons de myrtilles. Il avait plu abondamment toute la nuit et les filles savaient que la forêt serait détrempée. Elles enfilèrent donc bottes et vêtements de pluie. Le matin, au moment de se retrouver avec leur vélo, la pluie avait heureusement cessé et les nuages s'ouvraient peu à peu. L'air restait humide et un peu brumeux, mais la météo locale annonçait une amélioration plus tard dans la journée. Quand les filles arrivèrent à l'endroit près des Astekulen où elles avaient prévu de garer leur vélo, la forêt était en effet très brumeuse et mouillée comme elles s'y attendaient. En progressant dans les sous-bois, les branches et les feuilles ruisselaient encore et leurs bottes éclaboussaient la terre détrempée. Il restait même quelques flaques laissées par la pluie de la veille. Les habitants de la forêt ne semblaient pas affectés par le mauvais temps car on entendait encore les oiseaux chanter et des bruits dans l'herbe et les buissons causés par d'autres petits animaux. Ulrika Nilsson avait 15 ans et était la plus âgée des 4, ce qui lui donnait un sentiment de responsabilité envers les autres. Après avoir avancé un peu plus loin dans la forêt, elle eut l'impression étrange qu'on les observait. Ce devaient être les oiseaux, les animaux et ses nerfs, se disait-elle. Mais en parlant avec Stella 14 ans, Elin 13 ans et Sarah 13 ans, elle apprit qu'elles ressentaient la même chose. Elles remarquèrent alors que tous les sons de la forêt s'étaient tus.
On n'entendait plus un seul oiseau et un silence inquiétant s'était installé. Les filles prirent peur et se mirent à chuchoter. Elles imaginèrent qu'un grand animal dangereux se cachait dans les buissons et les observait, un ours, un loup ou un élan agressif, ou peut-être quelque chose d'encore plus effrayant, un monstre. Leur imagination s'emballait et elles n'avaient plus du tout envie de cueillir des myrtilles. C'est alors qu'elles virent quelqu'un un peu plus loin dans la forêt. Cela ressemblait à une petite personne, comme un garçon de 8 ans vêtu d'une combinaison verte brillante qui les regardait. Au même moment, Stella sentit son élan démanger et un éternuement soudain sembla effrayer l'enfant qui s'enfuit plus loin dans la forêt en disparaissant dans le brouillard. Ulrika se fâcha alors contre Stella qui, selon elle, avait effrayé ce pauvre garçon peut-être perdu. Comment allait-elle le retrouver maintenant? Agacée, Ulrika se mit à courir à sa poursuite et Stella la suivit pour essayer d'arranger les choses. Ulrika demanda aux deux plus jeunes de rester derrière, mais elles refusèrent de rester seules et la suivirent également. Les filles se mirent à courir vers un ravin boisé dans lequel l'enfant avait disparu. Au fond du ravin coulait un ruisseau plus large qui venait d'un lac forestier un peu plus loin. Elles virent alors le garçon en vert près du lac où le brouillard restait dense. Il devait s'être déplacé très vite pour y arriver. Puis il sembla se fondre dans les voiles de brume. Les filles descendirent le ravin en glissant et en tombant plusieurs fois et se salissant beaucoup. Elles traversèrent ensuite un vieux pont en bois enjambant le ruisseau, puis continuèrent sur un petit sentier de gravier menant au lac. Soudain, elles entendirent un bruit étrange, un grondement sourd qui montait en intensité. Elles s'arrêtèrent net. Le son devint plus fort et elles virent alors quelque chose de grand émerger de la surface du lac. C'était un objet qui rappelait un gouvernail rectangulaire d'une vieille barque en bois mais posé horizontalement sur l'eau. Il avait une surface brillante métallique et des bords arrondis et doux. Sa longueur devait être de 7 à 8 mètres et sa largeur d'environ 1 mètre. Sur sa coque se trouvaient de nombreuses lumières clignotantes de différentes couleurs. Un vent puissant sembla soudain émaner de l'objet et le brouillard fut violemment repoussé tandis que l'eau se ridait sous les rafales. Le vent était si fort que les filles sur le sentier furent projetées au sol. Sarah hurla pour couvrir le vacarme. « Où est passé le garçon ?» Et l'un cria en retour en pointant du doigt. « Certainement là-dedans. » Il devint ensuite impossible de s'entendre car le bruit de l'objet couvrait leur voix. L'engin se mit à osciller violemment puis s'éleva d'un coup à grande vitesse avant de disparaître. Les 4 adolescentes restèrent assises sur le chemin, les yeux tournés vers le ciel, stupéfaites. « Qu'est-ce que c'était » demanda Ella en se relevant. Aucune des autres ne put répondre. Les filles terrifiées retournèrent jusqu'à l'endroit où elles devaient cueillir des myrtilles et remplir leurs sacs car il y en avait en abondance. Pendant qu'elles cueillaient, le choc commença à retomber et les larmes vinrent. Elles ne parlèrent presque pas. Le soir venu, les filles commencèrent à se sentir mal et eurent de la fièvre et leurs parents pensèrent qu'elles avaient mangé trop de myrtilles. Aucune d'elles ne parla jamais à leurs parents, frères, sœurs ou amis de ce qu'elles avaient vécu. Les seuls à le savoir furent leurs futurs maris à qui elles racontèrent l'histoire des années plus tard. C'est Hélène qui finit par raconter l'incident à UFO Information à condition que des noms différents soient utilisés pour les filles dans le récit. Ma petite amie et moi étions en train de rentrer à la cabine que nous avions louée à Hawking Hills, dans l'Ohio, en juillet 2025. Nous revenions d'un parc d'observation du ciel nocturne situé dans la région. Hawking Hills est un endroit incroyablement pittoresque avec des collines ondulantes et des routes sinueuses. La nuit, il y fait très sombre et conduire devient difficile à cause des virages serrés et des montées fréquentes. On ne sait jamais ce qui peut se trouver juste derrière la prochaine colline ou au détour du prochain virage. En arrivant au sommet d'une petite colline et en nous dirigeant vers le minuscule centre du village, j'ai soudain été surpris par la silhouette d'une vieille femme penchée au milieu de la route, juste devant l'ancienne église. J'ai freiné brusquement et j'ai vu qu'elle se redressait en agitant le bras comme si elle avait besoin d'aide. À peine ai-je eu le temps de comprendre ce geste que sa main levée, puis son bras entier se sont transformés, se fondant progressivement dans la tête d'un cerf. Son corps entier s'est métamorphosé en cerf sous nos yeux. Les yeux de l'animal ont brillé dans la lumière de mes phares avant qu'il s'enfuit en courant vers les bois. J'étais terrifié. J'ai regardé ma petite amie qui était elle aussi complètement paniquée et qui m'a dit « Tu as vu la dame dans la route ? Qu'est-ce qui vient de se passer ?»
J'ai essayé de rationaliser tout cela comme une illusion étrange, mais nous l'avons tous les deux vu. Cette femme était courbée, puis elle nous a fait signe comme si elle était en détresse, comme si elle voulait nous attirer vers elle, puis elle s'est immédiatement transformée en cerf avant de disparaître. J'en ai encore des frissons en y repensant. Je voulais simplement partager cette courte histoire d'une rencontre que j'ai faite en juin 2018. Elle m'est revenue en mémoire récemment après avoir revu des photos prises avec des amis la même nuit et après quelques recherches qui m'ont un peu effrayé. Je ne sais pas vraiment si cela relève du paranormal ou d'un humanoïde quelconque, mais quelque chose dans tout cela ne semblait pas normal. Cela s'est passé à Portkerry Park dans le sud du pays de Galles. Un ami organisait une soirée chez lui et après le départ de tout le monde, lui et moi avons décidé d'aller au parc qui se trouvait à quelques minutes de marche. Cela devait être entre 1h et 3h du matin si l'on se fie aux heures indiquées sur les photos que j'avais prises plus tôt dans la soirée. C'est un parc très boisé. Nous marchions le long de la route qui le traverse quand une femme âgée semblant voûtée et avançant en boitant est sortie des arbres pour déboucher sur la route juste à côté de nous. Nous ne pouvions pas voir son visage clairement car elle était très courbée et il faisait évidemment assez sombre puisque nous n'avions que la lumière de nos téléphones. Elle est passée juste devant nous à seulement quelques mètres avant de se tourner et de marcher dans la même direction que nous. Mon ami et moi l'avons dépassée sans rien dire. Je pense que nous essayions juste de comprendre ce que nous étions en train de voir tout en essayant d'agir normalement car nous étions un peu effrayés. Elle ne nous a rien dit et n'a montré aucun signe qu'elle avait remarqué notre présence comme si nous n'existions pas. Elle devait pourtant être consciente que nous étions là étant donné à quel point nous étions proches et à quel point nous avions été bruyants en discutant juste avant de la voir. Et parce que je sais que cela sera évoqué, oui, nous avions bu quelques verres. C'est d'ailleurs probablement la seule raison pour laquelle nous avions le courage et la bêtise de nous trouver là à cette heure. Cependant, nous n'étions pas ivres et nous étions assez lucides au moment des faits. Je me souviens encore très clairement de l'incident. Je pense que l'alcool a été la seule chose qui nous a empêchés de paniquer complètement sur le moment. Nous avons fini par rentrer en marchant vite, en reparlant parfois de cette scène étrange et en nous demandant ce que nous avions réellement vu. En faisant des recherches récemment, j'ai découvert qu'il existe une légende appelée la sorcière de Portkerry, ce qui sonne comme une simple histoire folklorique. Pourtant, il y a vraiment eu au XVIIIe siècle une femme nommée Anne Jenkins ou Jenkins qui vivait dans la forêt. Il y a dans le parc des ruines de vieux bâtiments dont l'un aurait été son cottage. Elle avait même été interrogée pour sorcellerie par les magistrats de Glamorgan. Je ne dis pas que la femme que nous avons vue était elle ni même une sorcière, mais l'histoire combinée à ce que nous avons vécu m'a mis très mal à l'aise. Pourquoi une femme âgée voûtée sortait-elle des bois au beau milieu de la nuit dans une obscurité totale sans montrer le moindre signe qu'elle nous avait vus? Je ne sais pas s'il existe une explication logique. Peut-être qu'elle somnambulait ou qu'elle cherchait quelque chose, mais aucune de ces hypothèses ne me convainc. Ce serait intéressant de savoir si d'autres ont vécu des expériences similaires ou si par une mince chance des gens de la région lisent cela et l'ont vu eux aussi. José Antonio da Silva, un soldat, était en train de pêcher lorsqu'il a entendu un cri et a senti ses jambes frappées et engourdies par une sorte de jet de feu provenant des buissons. Il a été saisi et traîné par deux petits êtres d'environ 1,20 m, vêtus de tenues brillantes et claires, portant des masques ou des casques en aluminium. Des tubes reliaient ces masques à de petits réservoirs fixés dans leur dos. Ils l'ont emmené jusqu'à un engin qui avait la forme d'un cylindre vertical, terminé par une partie supérieure et inférieure en forme de soucoupe. Des tiges reliant la base du cylindre soutenaient le disque supérieur. L'engin ne mesurait qu'environ 1,80 m de haut et 3 mètres de large. À l'intérieur se trouvait une pièce cubique, brillamment éclairée sans qu'aucune source de lumière ne soit visible. Ils lui ont posé un casque semblable au leur, puis l'ont attaché à un siège. Il a senti une sensation de décollage. Durant le vol, qui a duré des heures, ils parlaient entre eux dans une langue incompréhensible dans laquelle les sons R revenaient souvent. À un moment donné, l'engin a semblé se mettre sur le côté pendant un instant. Lorsqu'ils ont atterri, ils lui ont bandé les yeux et l'ont entraîné dans une grande salle où un petit homme sans scaphandre l'a confronté. Il avait de longs cheveux roux et une barbe qui descendait jusqu'à sa taille. Son corps était robuste, sa peau pâle,
ses yeux grands, ronds et verts. Son nez était imposant et sa bouche paraissait dépourvue de dents, comme celle d'un poisson. Sur un côté, Da Silva a vu 4 corps humains étendus, 3 caucasiens et un noir. Une douzaine d'autres petits hommes, tous très semblables au chef, se trouvaient dans la pièce. Ils examinaient son matériel de pêche et ses autres affaires. Certains portaient des armes ressemblant à des fusils. Le chef s'est alors adressé à lui dans son langage incompréhensible, traçant en même temps sur un mur des formes qui représentaient des animaux et des villes. On lui a donné, dans une coupe de pierre, un liquide vert et amer qui a restauré son énergie et l'a aidé à mieux comprendre ce que l'être tentait de lui communiquer. Ce dernier a fini par lui faire comprendre qu'on attendait de lui qu'il les aide à atterrir sur la terre, une proposition que le soldat a refusée en serrant son chapelet. Le chef, irrité, a arraché le chapelet et l'a montré aux autres. À cet instant, Da Silva a vu apparaître une vision d'un homme ressemblant au Christ, avec de longs cheveux clairs et une barbe, vêtu comme un moine, qui lui a parlé en portugais pour lui délivrer un message qu'il devait garder secret. Une fois la vision disparue, Da Silva fut de nouveau aveuglé, ramené à l'engin, puis renvoyé sur terre exactement comme il avait été enlevé. Libéré dans la nuit, il constata au matin qu'il se trouvait près de Vitria, à plus de 300 km de Bebedouro, et que 4 jours et demi s'étaient écoulés depuis son enlèvement. Il souffrit ensuite de divers problèmes physiques. Le récit se termine sur une question: une force plus bienveillante a-t-elle tenté d'aider l'enlevé dans cette affaire? La Norvège est connue pour son pétrole et le ski et le pays possède une nature magnifique avec de nombreux fjords, montagnes et forêts. Mais la Norvège compte aussi beaucoup d'observations d'ovnis. Les plus connues dans le monde sont les mystérieuses lumières de Hesdallen. Dans ce cas pourtant, le phénomène prend une forme plus physique et en plus des fillettes qui ont été témoins d'un effrayant orbe noir, il y avait aussi des traces mystérieuses pour appuyer leurs affirmations. Cette histoire nous conduit à Torpo dans les hauts plateaux norvégiens non loin de Lillehammer où se sont tenus les Jeux Olympiques d'hiver de 1994. Nous sommes dans l'après-midi du 23 novembre 1954. Anne Stordal 10 ans et sa sœur Tora Stordal 9 ans ainsi que Tora Moyoj 9 ans rentrent de l'école. C'est la fin de l'automne et il y a déjà un peu de neige au sol et les 3 filles doivent emprunter un petit chemin de gravier à travers une zone forestière. Lorsqu'elles atteignent des lignes électriques, l'une d'elles aperçoit un petit point noir très haut dans le ciel. Elle voit que l'objet descend vers elle à grande vitesse car il grossit rapidement. Les filles pensent d'abord qu'il s'agit d'un avion ou d'un hélicoptère mais quelques secondes plus tard elles distinguent quelque chose qui ressemble à une sphère noire brillante. L'objet n'est plus très loin des filles et se déplace lentement au-dessus des cimes des arbres où il fait tomber un peu de neige avant de continuer vers les lignes électriques. Les 3 fillettes sont sous le choc et terrifiées et voient la sphère noire descendre vers elles puis s'arrêter pour flotter presque en silence à environ 1,50 m ou 2 mètres de leur tête. Elles en donnent une description étrange. Elles disent que cela ressemblait à une pierre ou une balle d'environ 3 mètres de diamètre. La partie inférieure était noire mais bordée de taches jaunes qui pouvaient être en vert et il y avait aussi un certain nombre de petites lumières rouges et d'arêtes tranchantes. Les filles racontent également que la partie supérieure était transparente et que les arbres étaient visibles à travers. À l'intérieur on voyait un humain ou un être manipulant une sorte de commande. Il était vêtu de noir et avait de grands yeux couverts par d'immenses lunettes rouges. Quand cet être s'est tourné vers elles, elles se sont figées de terreur. Soudain la sphère est remontée avec un son sourd et en s'élevant l'objet a heurté les lignes à haute tension ce qui a provoqué une gerbe d'étincelles. Les filles ont alors repris leurs esprits et se sont mises à courir pour sauver leur vie dans la direction opposée. En tournant le dos à la sphère, elles ont senti une odeur qu'elles ont décrite plus tard comme ressemblant à celle de saucisses grillées. Elles ont couru de peur presque tout le chemin jusqu'à la maison. La mère d'Anne et de Tora était à la maison et faisait le ménage quand elle a vu les filles entrer en courant vers 15h20. Elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Les filles étaient terrifiées et elle leur a demandé ce qui se passait. Elles ont expliqué qu'elles avaient vu une grosse pierre noire descendre du ciel avec un homme malfaisant à l'intérieur qui les fixait avec de grands yeux rouges. Il a fallu plusieurs jours avant que les parents obtiennent l'intégralité du récit de la part des fillettes encore sous le choc.
Quelques jours plus tard, des adultes du village ont fouillé la zone de l'observation et sous les lignes électriques ils ont trouvé une traînée longue de 23 mètres comme si quelque chose avait été traîné sur le sol. Un lieutenant de l'armée est aussi venu prendre des photos. L'enquêteur ufologique Odvarji Larsen a été contacté lui aussi et il a photographié la trace. Il a également consigné ceci. Dans la neige, on avait trouvé et photographié une piste perturbée d'environ 25 mètres de long, probablement laissée par l'engin après que les filles lui aient tourné le dos. Il a aussi mené des entretiens séparés avec les 3 filles et elles lui ont toutes raconté la même histoire. Et tous les habitants du village qui connaissaient les fillettes étaient convaincus qu'elles disaient la vérité. Quelque chose d'étrange s'est-il produit cet après-midi-là où les filles ont-elles tout inventé et créé elles-mêmes la trace de 23 mètres. Nous ne le savons pas. Mais selon la mère des 2 sœurs, elle ne les avait jamais vues aussi effrayées auparavant. Un bref résumé de l'endroit où je me trouvais et du moment où cela s'est passé. C'était il y a 7 ans. À l'époque, je vivais dans le comté de Franklin, dans l'Indiana. Je vivais vraiment au milieu de nulle part. C'était près de la frontière entre l'Indiana et l'Ohio. C'était la veille de Noël, donc le début de l'hiver. Il était tard dans la nuit et il faisait complètement noir. Les seules lumières allumées étaient les projecteurs extérieurs et la lumière du porche. J'avais les corvées de la grange à faire. La règle de ma famille était de ne jamais descendre seul. La sécurité avant tout. J'y suis donc allé avec un membre de ma famille. En marchant, j'ai eu la sensation d'être observé par quelqu'un ou quelque chose. J'ai mis ça sur le compte de la paranoïa, parce qu'il faisait nuit, que tout était silencieux et que nous étions au milieu de nulle part. Pendant que je rentrais les animaux, je sentais encore que quelque chose n'allait pas. C'était une sensation de malaise, comme si en me retournant, quelque chose serait là. Mon proche avait fini de rentrer les dernières chèvres pendant que moi je balayais. Je suis sorti de la grange pour fermer les portes et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose. J'ai tourné la tête vers un côté de la grange et j'ai vu cette chose accrochée comme Spider-Man sur un bâtiment. C'était une sorte de silhouette grise, humanoïde, maigre et frêle. Ses yeux étaient d'une couleur verte, il semblait démoniaque. Elle me regardait fixement avec un regard glacial sans bouger. J'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. Je ne comprenais pas ce que j'étais en train de regarder. Je suis quelqu'un de très religieux et voir quelque chose comme ça m'a terrifié. Mes parents m'avaient toujours protégé de tout ce qui était film d'horreur ou histoires effrayantes. J'ai demandé à mon proche s'il voyait la même chose et à ma grande surprise il a répondu que non. Nous avons couru jusqu'à la maison. J'ai tout raconté à ma mère et j'étais presque en larmes. Dans cette maison d'autres personnes avaient aussi vu des choses, comme des silhouettes ou des voix qui appelaient quelqu'un alors que personne n'avait parlé. C'était l'histoire d'autres membres de la famille. Aujourd'hui j'ai presque 20 ans et je suis encore traumatisé par tout ça. C'est difficile à raconter et donc difficile à expliquer. Rien que d'y penser j'en ai la nausée. J'ai peur que cette chose m'ait suivi ou qu'elle m'attende quelque part. Je viens seulement de commencer à chercher de l'aide professionnelle mais c'est un sujet très difficile à aborder. Je veux simplement trouver la paix en comprenant ce que c'était. En novembre 1977, un homme nommé Millard Faber se trouvait dans les bois près de la rivière Huron pour récolter de la mousse dans le cadre de son petit travail secondaire quand il est tombé sur une créature de 2,50 m environ. Elle avait une posture voûtée, aucune trace de cou, des poils sombres sur tout le corps et 2 yeux orange éclatants. La chose n'a pas grogné, n'a pas chargé, n'a rien fait d'autre que le fixer avant de se projeter dans la rivière et de disparaître. Lorsque Faber a fouillé les environs, il a trouvé d'énormes empreintes, une branche portant des marques de griffes et une clairière aplatie qui donnait l'impression que quelque chose de gigantesque avait piétiné l'endroit. 36 heures plus tard, alors qu'il dormait dans son lit, il s'est réveillé brusquement avec cette sensation instinctive que quelqu'un était présent. 5 silhouettes humanoïdes lumineuses et rosées ont glissé à travers la porte de sa chambre. Elles étaient silencieuses et penchées en avant comme si elles portaient des charges invisibles. 4 se sont installés sur des chaises autour du lit. La 5e s'est approchée si près qu'il aurait pu tendre la main pour la toucher. Elles n'ont pas parlé,
mais selon lui il sentait qu'elle dégageait une colère dirigée contre lui parce qu'il avait signalé son observation du Bigfoot aux médias. Il a allumé la lampe, a vu leur visage clairement, a paniqué et leur a crié de partir. Elles sont sorties aussitôt. L'histoire apparaît dans 2 sources distinctes de la fin des années 70. Une version est documentée dans le magazine Awareness par Vera L. Perry. Une autre relecture a été compilée des décennies plus tard par la chercheuse Zelia Edgar. Les 2 récits décrivent le même témoin, la même chronologie et la même évolution d'une observation de Bigfoot assez classique vers une rencontre d'un tout autre genre. Il s'agit de l'une des 40 histoires complètement délirantes de Bigfoot que je rassemble pour un livre que je publierai dans environ 1 mois. C'est en quelque sorte une sélection des récits les plus étranges et les plus déstabilisants concernant le Sasquatch que j'ai pu trouver, et celle-ci n'en est qu'un avant-goût. Tu peux m'appeler Seth. J'ai 31 ans et j'ai grandi en croyant en Dieu et en Jésus-Christ. Je suis né et j'ai vécu sur la petite île de Kauai, à Hawaï, chez ma grand-mère avec mes parents et ma sœur. Enfant, mes parents allaient à l'église et j'y allais régulièrement mais je n'y prêtais pas vraiment attention parce que j'étais trop jeune pour comprendre. Quand j'étais à l'école primaire, ma sœur et moi passions souvent la nuit chez ma tante pendant la semaine, parce que mes parents ne pouvaient pas toujours nous garder. Chez ma tante, j'avais 2 cousins, Art et Daisy, avec qui nous jouions beaucoup. Ils étaient au collège et nous tenaient compagnie. Un soir, alors que ma tante dormait, je jouais d'habitude aux cartes Yu-Gi-Oh avec mon cousin Wyatt avant d'aller dormir. Ma sœur jouait au Barbie avec ma cousine Daisy. Mais ce soir-là, au lieu de notre rituel habituel, Wyatt a sorti un jeu de société de son placard. À l'époque, je ne me souviens presque plus de ce que nous avons demandé ni de comment cela s'est terminé. Je sais seulement que nous avons allumé des bougies et joué au Ouija. J'ignorais totalement l'origine de ce jeu et je pensais que c'était un jeu de société banal. Je ne me rappelle plus ce que nous demandions. En tant qu'enfant de primaire, j'ai commencé à avoir des épisodes de paralysie du sommeil presque chaque semaine. Je voyais des silhouettes sombres et je me mettais même à marcher en dormant, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Mes parents pensaient que j'étais né comme ça. Parfois, selon ma mère, on me retrouvait assis dans le salon devant la télévision allumée sur une chaîne vide à 3 heures du matin. Je dormais très peu parce que j'avais peur de revoir ces choses. Plus tard, arrivé en seconde au lycée, je me suis beaucoup intéressé aux théories du complot, à l'Illuminati et même aux ovnis. Un soir après un entraînement de football, je ne suis pas rentré pour trouver une nuit paisible. Après ma douche, je me suis allongé en regardant des vidéos sur les ovnis. Vers 23h10, j'ai regardé par ma fenêtre et j'ai vu des lumières rouges et bleues. J'ai cru que c'était la police, jusqu'à ce que ces lumières foncent vers ma fenêtre et me paralysent. Je ne comprenais pas ce qui se passait et je pensais que ce n'était pas réel. Puis j'ai été soulevé de mon lit, le dos arqué, et j'ai su que c'était quelque chose de sinistre. Je me sentais condamné. J'ai vu 3 visages de démons ou d'êtres étranges sur le plafond de ma chambre qui me souriaient. J'avais tellement peur que des larmes coulaient de chaque côté de ma tête. Je craignais pour ma vie et quand j'ai essayé d'appeler à l'aide, aucun son n'est sorti, comme si on m'étouffait. Tout cela semblait durer des heures. Puis quelque chose en moi m'a dit de prier. J'ai prié Jésus-Christ dans mon cœur et je suis retombé sur mon lit en sueur froide, en pleurs. Quand j'ai regardé l'heure, seulement 1 minute s'était écoulée. Je suis resté éveillé toute la nuit. J'ai tout raconté à mes parents et mon père m'a seulement dit que voilà ce qui arrive quand on manque l'église. Après cet événement, je suis retourné à l'église et j'ai arrêté de regarder des vidéos sur l'Illuminati, les ovnis et tout ce qui pouvait attirer le mal selon moi. Pourtant, si je ne priais pas avant de dormir, je faisais souvent de la paralysie du sommeil où je me remettais à marcher en dormant. Pendant ma dernière année de lycée, les choses ont commencé à se calmer et j'ai décidé de devenir évangéliste pour les jeunes. Mes épisodes ont cessé. J'ai fini par déménager au Texas mais ma petite sœur vivait toujours à Hawaï. Des années plus tard, j'ai proposé des vacances en famille. 1 semaine avant mon vol, j'ai eu une paralysie du sommeil, ce qui ne m'était plus arrivé depuis des années. C'était sur les terrains de la chapelle et j'ai vu une silhouette. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai seulement prié.
Un soir j'ai voulu prendre des nouvelles de ma petite sœur parce que mes grands-parents étaient en voyage. Elle était seule à la maison. Elle n'a pas répondu, alors j'ai appelé ma deuxième sœur, celle avec qui j'avais joué au Ouija. Elle a répondu et m'a dit qu'il était arrivé quelque chose à Angèle dans mon ancienne chambre. Elle s'apprêtait à dormir quand toute la maison s'est mise à trembler et qu'une voix a crié dans la chambre. Elle a été tellement traumatisée qu'elle a quitté la maison ce soir-là et a appelé un prêtre qui est venu le lendemain. Ils ont examiné la maison sans l'accord de ma grand-mère et sont allés directement dans ma chambre. Ils ont demandé si j'étais quelqu'un de bien et comment était mon comportement. Le prêtre a dit qu'un esprit malveillant était attaché à moi et il a demandé si j'allais venir bientôt. Il ne le savait pas mais j'arrivais dans la semaine. Ils ont expliqué que l'esprit le savait et qu'il tourmentait ma petite sœur. Ils ont béni la maison et malgré cela des choses étranges se produisent encore parfois mais beaucoup moins souvent aujourd'hui. Je me demande simplement si quelqu'un a vécu des expériences similaires, parce que celle-ci me suit depuis des années. Je crois que cela s'est produit vers 2021. Je me suis réveillé d'un état de sommeil tout en étant parfaitement consciente de ce qui se passait. Ce n'était pas un rêve mais une projection astrale, bien que non intentionnelle. Ce n'est pas quelque chose de totalement inhabituel pour moi, cela m'arrive parfois. Petite précision, je fais également des crises nocturnes, ce qui ajoute une dimension particulière. Je ne sais pas comment je suis arrivé à cet endroit ni exactement où j'étais. J'étais entouré d'humanoïdes, des centaines, qui avaient une stature plutôt petite. Ils avaient tous le même visage mais en même temps moins de détails, comme s'ils avaient le même visage tout en étant sans visage. J'ai eu cette impression écrasante de ne pas être à ma place et je pouvais ressentir leur curiosité et leur surprise. Ils semblaient se demander comment j'avais pu me retrouver là. Le bâtiment semblait être entièrement en métal. Il ressemblait à un grand silo, circulaire, avec des escaliers qui tournaient autour d'un espace vide central et reliaient les différents niveaux. La plupart d'entre eux vaquaient à leurs occupations, tandis que quelques-uns se concentraient sur moi. Le fonctionnement en esprit collectif et la télépathie étaient très nets, mais je n'y étais pas complètement immergé. Je crois que c'était volontaire de ma part, comme une manière de me protéger. Ceux qui se sont approchés m'ont observé, intrigué, et sans mot prononcé je me souviens qu'ils ont décidé de m'emmener auprès de quelqu'un d'autre, une sorte de figure dirigeante. Si je ne me trompe pas, j'ai même senti qu'il y avait 2 niveaux de leadership. Le premier être auprès de qui j'ai été conduite semblait avoir davantage de personnalité individuelle que les autres tout en faisant partie de cette conscience collective. Et il comptait m'amener vers quelqu'un d'encore plus important. Ça ne me plaisait pas. Je me suis rendu compte qu'ils essayaient de comprendre qui j'étais et où je me trouvais dans le monde réel mais qu'ils avaient du mal à y parvenir. Je suis parti avant de rencontrer ce dirigeant supérieur. Il n'y avait pas d'hostilité manifeste mais je ne me sentais pas en sécurité. Je n'en ai parlé qu'une seule fois à ma mère quand cela s'est produit, puis plus jamais. Je ne voulais pas alimenter cette expérience et leur donner de l'énergie pour me retrouver. J'ai senti leur présence revenir peut-être 1 an plus tard. Mais j'ai l'impression d'avoir suffisamment de contrôle pour me protéger sur le plan énergétique, ou bien ils me laissent tranquille. Je ne connais toujours pas leurs intentions. Ils semblaient vouloir m'identifier et j'ai eu le sentiment qu'ils y étaient parvenus de manière superficielle 1 an après. La sensation liée à cette rencontre est restée longtemps et j'ai passé beaucoup de temps à l'enfouir, à éviter de lui accorder trop d'énergie ou d'attention, parce que je sentais encore comme un regard lointain posé sur moi. Aujourd'hui l'angoisse s'est un peu dissipée et j'ai envie d'essayer de comprendre. Je me demande aussi dans quelle mesure ma propre peur a pu influencer l'énergie de l'expérience. Je n'ai pas ressenti d'hostilité nette, seulement de la curiosité. Ce qui m'a dérangé était qu'ils ne demandaient pas mon consentement pour m'emmener quelque part ou pour rencontrer quelqu'un. Je n'étais pas à ma place et je le savais, je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais je n'ai pas aimé qu'ils essaient de décider pour moi. Un peu de contexte d'abord, parce que je pense que c'est important. Mon père, qui est décédé en 2012 et qui était né le 21 août 1968, était un homme très stoïque. Il n'était absolument pas du genre à s'intéresser à l'occultisme ou au paranormal et n'en parlait jamais, sauf pour un seul événement.
Nous venons de Mobile, en Alabama, où une partie de la guerre de sécession a eu lieu. La maison où mon père a grandi se trouvait directement sur un terrain utilisé pendant la bataille de Mobile Bay. Dans le quartier historique, on trouve aussi des tunnels scellés dans et sous certaines maisons, probablement d'anciens tunnels d'esclaves, y compris dans la maison où mon père a grandi. Il ne parlait jamais de fantômes et détestait tout ce qui touchait aux histoires effrayantes. Il me reprenait rapidement si je mentionnais que quelque chose m'avait fait peur. Pourtant, il m'a raconté cette histoire 2 ou 3 fois dans toute sa vie et à chaque fois il était submergé par l'émotion. Pour que ce soit plus clair, voici la disposition de la maison. Quand on ouvre la porte d'entrée, il y a un escalier immédiatement sur la droite. Sur la gauche se trouve un couloir qui mène au salon et derrière celui-ci la chambre de mes grands-parents à l'époque. Dans ce couloir, sur la gauche, il y avait 2 ouvertures en arc séparées par environ 1,50 m de mur. Elles donnaient sur un salon familial où se trouvait le bureau de mon grand-père, un espace fermé par des portes vitrées. L'événement maintenant. Quand mon père avait environ 10 à 12 ans, il s'est réveillé dans sa chambre à l'étage avec un sentiment de terreur et ce qu'il décrivait comme du désespoir pur. Il s'est levé et a descendu les escaliers. À mi-chemin, il sentait qu'il devait littéralement se forcer à avancer tellement il avait peur. Arrivé en bas, il pouvait voir à l'intérieur de la première ouverture en arc. Le salon était sombre mais les lumières du bureau étaient allumées. Dans le bureau, il a vu un homme mais plutôt une silhouette, comme une ombre totalement vide, une absence de tout. Un noir complet sans aucune forme distincte à part le contour d'un chapeau haut de forme. Cette silhouette se tenait dans le bureau. Il a couru se plaquer contre le mur entre les 2 ouvertures et il sentait son cœur battre dans ses oreilles. Il était paralysé de peur. Après environ 1 minute, il s'est penché pour regarder dans le salon par la seconde ouverture et à ce moment-là cette chose a tourné tout son corps vers lui. Il a alors couru le long du couloir. Cet événement s'est produit environ 1 semaine après que ses sœurs aînées avaient joué au Ouija dans la maison. J'ai fait des recherches par la suite et la figure que l'on appelle l'homme au chapeau semble assez courante. Mais mon père n'aurait jamais pu connaître ça. Il n'avait pas Internet à cette époque et même plus tard il ne savait pas vraiment se servir d'un iPhone. C'était un homme brillant mais pas du tout porté sur la technologie. Je ne vois vraiment pas comment il aurait pu inventer une chose pareille. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire? Quand j'avais environ 12 ans, ma mère, mon père et moi avons emménagé dans cette maison après le décès de mon grand-père. Nous y avons vécu 1 ou 2 mois avant de devoir partir environ 1 mois pour que des travaux soient réalisés. Quand nous y sommes revenus, la maison semblait complètement différente. Il s'y est passé énormément de choses étranges et je serais heureux de les partager si quelqu'un est intéressé. Il y a environ 1 mois, je faisais du camping dans le Mississippi avec un ami que nous appellerons Jacques. Nous n'avions campé que quelques fois auparavant, donc je peux dire que nous n'étions pas vraiment des experts. Il devait être environ 23h30 et nous étions dans notre tente, prêts à dormir, quand j'ai entendu un bruissement. Nous n'y avons pas prêté attention parce que nous étions dans les bois et qu'il y avait forcément des animaux. Peu de temps après, nous avons entendu d'autres bruits de feuilles et un cri qui glaçait le sang. Jacques était persuadé que c'était un lynx roux. Encore une fois, nous n'étions pas trop inquiets mais je dois admettre que j'étais un peu effrayé. Nous avons fini par nous endormir mais nous avons été réveillés par un bruit de griffures et un autre cri de lynx encore plus proche. Les griffures ont duré au moins 10 minutes en se rapprochant. Nous étions beaucoup plus terrifiés que tout à l'heure. Jacques voulait voir ce que c'était et parfois il agit avant de réfléchir. Avant que je puisse l'arrêter, il a ouvert la tente très lentement juste assez pour pouvoir regarder dehors. Il a mis sa main devant sa bouche et s'est décalé pour me laisser voir. Il faisait très sombre mais j'ai distingué une créature d'au moins 2,50 m avec une peau pâle, extrêmement ridée, une tête en forme de ballon et des yeux si noirs qu'on aurait dit des trous. Elle avait des griffes qu'elle faisait glisser le long des arbres et c'était cela qui produisait le bruit. Sa bouche était très fine et longue. Elle ne s'est jamais approchée à moins de 3 mètres de nous. Elle marchait et griffait les troncs jusqu'à pousser un dernier cri avant de se tourner vers les arbres et disparaître. Nous sommes partis à la 1re heure le lendemain matin. C'est l'une des expériences les plus effrayantes que j'ai jamais vécues et je ne ferai plus jamais de camping.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.